clair. Bonjour Brigitte. Bonjour Sophie. Nous allons peut-être, avant de commencer cette capsule, commencer par te présenter, puisque nous présenter, mais te présenter d'abord, puisque c'est toi qui a particulièrement travaillé cette question du fanatisme. Donc tu es Brigitte Vienne, psychanalyste à Paris, et tu as travaillé à l'Institut de Zurich, et tu es coprésidente avec moi du groupe Jung. C'est la troisième, c'est le troisième éclairage d'actualité que nous enregistrons. Tu avais commencé par nous présenter la question de l'autosabotage, puis on a fait une capsule sur le repli sur soi qui était plus particulièrement mon sujet, et maintenant tu proposes un éclairage sur le fanatisme, qui est une question vraiment particulièrement importante à traiter aujourd'hui, parce qu'elle nous amène aussi à comprendre énormément de mécanismes, de phénomènes de masse et de phénomènes lumineux qui sont particulièrement importants, je trouve, dans notre modernité. Peut-être tu peux commencer par nous définir un peu ce que c'est le fanatisme avant qu'on regarde les mécanismes par lesquels il se propage. Écoute, merci Sophie de cette introduction. Euh, je, je te représente quand même, hein, parce qu'en plus il n'y a pas marqué ton nom, donc c'est Sophie C'est Braun, vrai, tu as raison. hein, qui est psychanalyste à Paris et qui est coprésidente du groupe Jung. Voilà. Alors, parler du fanatisme, alors c'est un sujet sur lequel j'ai pas mal travaillé sous différents aspects, hein. Le terrorisme, mais aussi le complotisme, euh, pardon. Donc les différents aspects que peut prendre le fanatisme comme état dans lequel un individu ou un groupe, souvent c'est un groupe, mais pas forcément, adhère à une idée, une croyance, une cause ou une figure d'autorité, c'est-à-dire un gourou, hein, avec une certitude absolue, exclusive et non questionnable, pas le remettre en question, ce qui fait qu'il n'y a aucune nuance et qu'il n'y a aucune complexité et aucun doute. Mm. On va insister que, il y a des fanatismes religieux, et c'est ceux qui ont peut-être retenu notre attention récemment, mais qu'il y a d'autres fanatismes, politiques par exemple, et Jung en a pas mal parlé, mais on en reparlera un petit peu dans le Mm. courant de cette présentation. Oui, c'est vraiment cette question de l'unilatéralité dont parle beaucoup Jung, et que du coup, tu peux peut-être alors nous en donner les caractéristiques psychologiques les plus essentielles. Oui, alors il y a effectivement un certain nombre d'éléments qu'on retrouve dans tous les types de fanatisme. C'est d'abord que la croyance, c'est une vérité absolue, qui c'est plus une opinion, même pas vraiment une foi éclairée, enfin voilà, mais une idée qui est un absolu sacralisé. Il n'y a aucun argument, aucune expérience, aucune contradiction qui puisse ébranler cette certitude absolue. Mm. Ça, c'est le premier élément. Alors en termes jungiens, on peut parler du fait qu'il y a effectivement une luminosité certaine dans cette croyance. Euh, Par ailleurs, il y a une identification totale, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de dépersonnalisation. Le sujet n'a plus d'existence personnelle, euh, il dépend entièrement de la cause qu'il défend, et critiquer la croyance, ça revient à l'attaquer lui-même. Mm. Voilà, une identification à Tu veux dire une identification à l'inconscient collectif, hein, alors à quelque chose de cet non, inconscient à la collectif, croyance. à la À croyance. la croyance elle-même, donc à la cause, si tu veux. Alors évidemment, la cause, elle est dans l'inconscient collectif, mais pas forcément, hein. Elle peut être tout à fait consciente chez l'individu qui la promeut. Moi, Mm. j'avais beaucoup travaillé sur le fanatisme islamique et ses variantes djihadistes, et il y a effectivement une identification totale qui est totalement organisée.
par les recruteurs qui veulent amener mm, des jeunes gens à adhérer à mm, cette croyance. Donc, pas aller trop vite en parlant d'inconscient collectif, c'est souvent d'abord conscient. Les gourous, c'est pareil, hein, les gourous organisent oui. l'identification. Mm, mm, Voilà. mm, Euh, et d'ailleurs, effectivement, cette identification, elle est rendue possible euh, par le troisième élément qu'on retrouve, et qui est la déshumanisation de l'autre. mm, mm, C'est-à-dire qu'on croit à la cause et que les autres ne sont plus des individus qu'on mm, doit mm, respecter, qu'on peut aimer, pardon, l'adversaire, ça devient le mal, avec un grand mm, M, le mm, mal absolu. mm, Bon, on a entendu certains présidents des États-Unis dire que les autres, c'était le mal, hein. C'est quand même des signes, voilà, mm, mm, de polarisation, justement, parce que c'est un peu notre terme, hein. Il y a notre sujet de l'année, il y a le mm, bien, le mal, et les autres, c'est forcément le mm, mal. Et mm. nous, on n'est que le bien quand on est Ouais, dans cette ouais. logique de fanatisme. Et c'est très important ce que tu dis parce que on voit bien comment les fanatismes commencent toujours par effectivement déshumaniser, traiter un groupe autre comme des animaux, comme voilà, voire comme des non-êtres humains, pour pouvoir ensuite les exterminer d'une certaine façon ou les tuer. Et en fait, effectivement, c'est bien, et c'est à ça qu'il faut résister dès qu'on voit quelque chose devenir très fort dans cette possibilité-là qu'un groupe humain ne soit plus considéré comme des êtres humains. C'est tout le début des génocides, par exemple. Oui, alors il y a cette dimension-là, mais il y a aussi la dimension beaucoup plus intime qu'on voit dans les sectes en particulier, hein, qu'on avait vu aussi dans les recrutements djihadistes, et qui est de déshumaniser les proches. C'est-à-dire que Mmh, la famille, les camarades d'école, les camarades de sport, etc., ne sont plus des êtres humains à aimer mmh, et respecter, mais deviennent autres. On est mmh, vraiment dans le mmh. passe du mauvais côté de la force, comme Ouais. dirait Et d'aucuns. tu dirais qu'il n'y a plus du tout d'idée d'altérité. Plus d'altérité. On est du bon côté ou on est un mauvais, même si on est le père, la mère, le frère, la sœur. La croyance dont tu parles devient plus importante que l'affectivité par rapport à des êtres humains, même des êtres humains très Voilà. proches. Alors souvent, il peut y avoir une dimension messianique, hein, c'est-à-dire de vouloir les sauver. Alors on sait, c'est très organisé chez les djihadistes, ils peuvent sauver je ne sais plus combien de personnes. Enfin, bon, Mm, donc et il y a toujours un peu un messianisme de vouloir aller recruter ses proches pour les sauver. Mais s'ils viennent pas dans le cadre de la croyance, eh ben ils sont pas sauvés. On le voit dans certaines croyances religieuses quand même, hein. Si vous n'êtes pas dans la croyance voulue, vous allez être en enfer, hein. mm, mm, C'est bon. mm, Alors, les religions établies monothéistes ont abandonné cette vision-là. Enfin, ça a quand même été très vrai pendant longtemps que si vous n'étiez pas baptisé, ou moi je ouais, parle ouais. dans le cadre Oui, on n'est pas catholique, vraiment un être humain. bon, si vous n'étiez pas baptisé, même les enfants, s'ils n'avaient Mm, pas reçu l'onction, ils mm, étaient dans les limbes, alors que les mm, malheureux, ils avaient fait mm. que le péché originel. Mais voilà, donc il y a vraiment des choses comme ça de hors de moi, point de salut. Ouais, ouais. Mm, C'est mm, vraiment la façon dont on peut le dire. mm, Alors, évidemment, ça va avec le refus de la complexité. On est dans une simplification binaire. C'est vrai ou c'est faux, c'est pur ou c'est impur. Il y a souvent cette mm, dimension mm, de la pureté. Et puis, il y a les ennemis, les amis, les ennemis. Donc, tout ce qui est ambivalence, conflit intérieur, questionnement, remise en cause est totalement exclu. mm, Ça mm, donne bien sûr une certaine sécurité, mais on y reviendra sur la façon dont mm, ça fonctionne mm, pour chacun. mm, Et du coup, avec toutes ces caractéristiques-là, ça finit par rendre la possibilité de la violence mm, existante. Alors, tous les fanatismes ne sont pas violents, hein, mais il semble aux fanatiques qu'il est légitime d'imposer sa vérité. Bon, mm, mm. on va parler des violences catholiques de l'Inquisition, mais Bien sûr. voilà. Mm, Mais il y en a eu mm, dans d'autres mm, religions, et il y en a eu.
mm, Le communisme a quand même donné de très, mm. très bons exemples aussi, Tout hein. à fait, aussi, bien sûr. Et les sectes aussi, enfin, Bah, bien les sûr, sectes, les on suicides a vu collectifs. les holocaustes Mm, mm, en Guyana ou le mm, Temple du Soleil. Enfin, mm, voilà. absolument. Ouais. Et là, c'est la violence retournée contre eux. Mm, Il y mm. a aussi la violence envers autrui. Mais alors, tu ne parles pas, tu parles des croyances, pas forcément de la foi, et tu distingues les croyances et la foi. Et ça, c'est drôlement intéressant parce que c'est une distinction qu'on ne fait pas toujours. Mais oui, c'est très important parce que moi, je me suis posé la question, mais enfin, toutes les fois ne sont pas condamnables. Enfin, voilà, Et même si elles sont n'amène pas absolues. forcément du fanatisme, bien sûr. Voilà, même si elles Mm, sont absolues et inébranlables, et je pensais à celle de Paul Claudel, hein, mm, bon, que peut-être tout le monde connaît dans l'assistante, ou en tout cas, je voulais rappeler comment il décrit sa conversion et sa foi. Il dit, en un instant, mon cœur fut touché et je crus. Je crus d'une telle force d'adhésion, d'un tel soulèvement de tout mon être, d'une conviction si puissante, d'une telle certitude ne laissant place à aucune espèce de doute, que depuis, tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée n'ont pu ébranler ma foi, ni à vrai dire la toucher. Donc on retrouve la caractéristique de mm, croyance mm, érigée en vérité absolue, mais par contre, il n'y a pas une identification totale à cette fois, ni une exclusion de l'autre, ni un refus de la complexité et du conflit intérieur. Donc, ce qui fait le fanatisme, c'est quand les mm, différentes caractéristiques que j'ai mm, mentionnées mm, mm, sont présentes. Et bien mm, évidemment que toute foi n'est pas un mm, fanatisme. mm. Alors, ce serait intéressant, je me suis posé la question sur Paul Claudel, de regarder dans ses relations avec Camille Claudel, est-ce que sa foi a joué ou pas? Mais ce n'est pas la question de notre capsule d'aujourd'hui, mais ça serait Non, intéressant à creuser. et effectivement, il n'a pas été très bon Ça, sur le sujet puisqu'il a complètement abandonné sa foi. voilà, ça l'a peut-être rigidifié quand même, mais voilà, c'est-à-dire, et c'est là la question des frontières et des limites qui est effectivement compliquée. Mais c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle vraiment de quand c'est totalement unilatéral et qu'il y a vraiment plus de conflit Oui, intérieur. Hein. je ne crois Mm. pas que dans l'attitude de Claudel envers sa sœur, la dimension religieuse ait eu une grande Oui, importance. oui. Sans doute beaucoup plus une dimension homme-femme qu'une Mm. dimension Sûrement, religieuse. Bon, sûrement. ça n'engage que moi, c'est Ouais. mon avis personnel. Bon. Mm. Et Alors, alors, oui. oui, donc dans la question du fanatisme, alors, est-ce qu'il y aurait une dimension aussi justement d'un individu, d'un groupe? Comment tu vois ça, toi? Alors, en général, le fanatisme est en groupe. Il peut y avoir quelques fanatismes isolés, mais ça reste anecdotique et sauf Mm. la psychopathologie. Bon, mais sans ça, c'est très souvent en groupe parce que ça ressort en fait de ce que Jung appelait la participation mystique, Mm. cette Mm. identification totale et absolue. Bon, on se souvient sans doute tous d'avoir vu des images des rassemblements de Nuremberg et de comment toute la foule pouvait être emportée par un seul homme Mm. dont on a aujourd'hui du mal à comprendre qu'il ait pu fasciner de cette façon-là. Mm. Mm. Et ce qui fait aussi que en groupe, c'est beaucoup plus évident, et l'exemple nazi est tout à fait clair là-dessus, euh, qu'il y a des archétypes à l'œuvre, hein. Mm. Et Mm. qu'il y a, alors Jung a écrit sur Wotan, hein, sur le dieu allemand Mm. de la guerre, et il y a toujours un archétype à l'œuvre en dessous. En général, c'est un, un dieu guerrier, une figure de père tout-puissant, voire de vieux sage, hein. Mm. Mais bon, je crois que j'ai prévu de parler un petit peu après de quels sont les différents archétypes qui peuvent être à l'œuvre. Bon, en particulier, on voit le vieux sage, mais dans son côté négatif, c'est-à-dire porteur de vérité dogmatique, hein. Mm. Mm. Ou le héros, bon, ça on le voit beaucoup, hein, le sauveur, le messie, le révolutionnaire, hein, on n'a qu'à penser à Mao Tse-tung ou à Lénine. Bon, Mm. et c'est effectivement porteur de l'image archétypale du héros. Mm.
Alors, il y a aussi le guerrier purificateur, hein, le chasseur des impurs, le vengeur moral. Et puis, bon, il y a également l'anima ou l'animus négatif dans la dimension de recherche de pureté que je Mm, mentionnais tout à l'heure, et où on mm, se retrouve dans une soumission ou une extase totale. Alors, mm, mm. voilà, donc les différents archétypes qu'on peut retrouver, ce qui fait qu'il y a une disparition totale de la pensée personnelle. C'est Oui, remplacé par des slogans, c'est une possession par l'archétype, hein. oui, oui. Avec un moi assez faible, en fait. En général, le C'est ça, moi est complètement dominé. effacé. Ouais. Mm, Ouais. Oui, d'ailleurs, quand on est en groupe, c'est une espèce de régression vers un état de la horde où on n'était pas encore séparé de la tribu, de la mère, parce qu'on mm, a de très grandes mères dans cette affaire-là, mm. hein, et du clan. Oui, c'est vraiment très important d'insister sur cette question de régression Oui. jusqu'à la mère archétypique, on pourrait dire, qui du coup avec laquelle on va fusionner et on devient plus fort. On est plus fort parce qu'on est dans la mère archétypique ou dans, en tout cas, possédé par un archétype qui nous donne Ouais. une Ouais. force lumineuse. Une forme Hein. lumineuse et une Mm, espèce de mm, justification. Bon, mm, divine, mm. parce qu'on Ouais. est dans quelque chose du divin, effectivement. Mais effectivement, le fanatisme, c'est un dévoiement du religieux. Alors, non pas du Mm, religieux au sens de religion établie, mais du sentiment religieux, hein. mm, Euh, une religion symbolique garde une certaine distance avec le Dieu. Il y a un langage mythique, il y a des rites, il y a des symboles, il y a donc des médiations avec l'image lumineuse. Et c'est important que les religions ont cette fonction-là, d'éviter justement la possession. Alors que l'idéologie fanatique, elle va tout prendre au pied de la lettre, hein. mm. On n'est plus du tout dans le symbolisme. Ouais, c'est ça. On n'est plus du tout dans le symbolique. Et c'est Mm, ça qui fait la mm, différence, même dans les religions établies, entre les croyants euh, non fanatiques et ceux qui sont fanatiques. Ceux qui font fanatiques vont effectivement prendre le livre saint, de quelque religion soit-il, au pied de la lettre, et plus mm, au point de vue mm, mm, symbolique. Et on pense en particulier à toutes les sectes évangéliques mm, aux mm, États-Unis, hein, enfin aux États-Unis mm, et ailleurs, mais enfin surtout aux États-Unis, qui prennent effectivement au pied de la lettre tout ce qui peut être écrit dans la Bible ou dans le livre des Mormons, ou enfin bon, euh, évidemment aussi dans les fanatiques islamiques qui prennent au pied de la lettre, alors non seulement ce qu'a écrit Mahomet, mais des hadiths plus ou moins, dont l'authenticité est plus ou moins vérifiée. mm, Donc voilà, on est effectivement mm, dans quelque chose il n'y a plus du tout de symbole, on est uniquement dans le pied de la lettre. mm, mm. Oui, dans le concret. Hein. Voilà. Et donc le concret aussi du bon, du mauvais, et l'autre devient concrètement le mauvais alors, Le puisqu'on est dans mauvais. ce niveau-là. Hein. On est Mm, bien le mauvais qu'on doit écraser. Et bon, je parlais de Bush tout à l'heure sans le citer. Il était un reborn, un chrétien fanatique, hein. Et pour mm, lui, effectivement, c'était l'axe du mal et il fallait aller détruire euh, mm, les représentants de cet axe du mal. Bon, mm, euh, ça avait d'autres bases économiques, mm, etc. aux États-Unis, mais il y avait aussi cette dimension. mm, Hein. Et donc, toutes les religions, enfin, les religions établies ont leurs dérives fanatiques. Bon, les djihadistes, les sectes apocalyptiques, mais on en trouve aussi chez les bouddhistes, hein, alors que la mm. plupart des gens s'imaginent que les Oui. bouddhistes sont des saints qui ne font que méditer. Non, il y a aussi des sectes bouddhistes violentes. Mm, Et puis, effectivement, il y a tous les ismes modernes, nationalisme, mais aussi mm, communisme, mais aussi racisme, et mm, aussi certains scientismes, hein, qui se fonctionnent comme des religions de substitution, mm, qui mm, donnent un sens global à tout, et qui proposent donc un bien mm, absolu et un mal absolu.
et qui, de par ce fait, exige la fidélité, la confession, la conversion, l'excommunication, souvent la confession publique d'ailleurs dans les sectes, hein. mm, mm, Et c'est évidemment souvent la base de dérives fanatiques en raison, à mon avis, d'une très faible assise symbolique. Donc il y a aucun mm, moyen mm, à mm. l'individu d'avoir une existence personnelle et un jugement personnel et une relation personnelle à une figure divine, en fait, hein, puisqu'elle est uniquement par l'intermédiaire de, de la croyance absolue. Et tu mettrais aussi alors le complotisme? Tu parlais des ismes? Ou tu... Oui, alors Oui, le complotisme aussi. Alors je renvoie les gens peut-être à la conférence que j'avais faite l'année ouais. dernière sur le complotisme, mais le complotisme, ça revient pareil, c'est-à-dire que ce sont des systèmes d'explication globale. Mm, Hein, voilà, si rien ne va, c'est parce que un tel ou un mm, tel mm, fait ceci ou cela, et ça peut pas être mis en question. C'est des certitudes. Voilà, si on remet ça en question, c'est parce qu'on est inféodé aux ennemis de cette opinion-là. J'allais dire de la secte, mm, mais c'est mm. pas forcément des Oui, sectes. oui. Et ça ressort exactement des mêmes mécanismes où effectivement la croyance dans le complot, dans la rumeur, etc., remplace toute possibilité de réflexion personnelle et tout accès à une remise en cause. Oui, ça veut dire qu'il n'y a pas, alors on revient dans le thème de notre année, sur la polarisation. L'ombre ne peut pas être intégrée du tout à l'intérieur de la psyché de la personne et elle est expulsée sur les autres. Ben voilà, alors Hein. je prévu d'en présenter un peu. C'est effectivement une projection de l'ombre collective, mais peut-être on y reviendra un petit peu plus tard, après qu'on ait commencé à parler des différents mécanismes inconscients qui sont à l'œuvre dans la mise en place de ces fanatismes. Mm. Alors, j'ai déjà un peu Ouais. commencé à parler de la possession par les archétypes, hein, Mm. et le moi est absorbé par une force impersonnelle, le sauveur, le guerrier, le prophète, la mère purificatrice. Bon, alors c'est pareil, on connaît tous dans nos pratiques des gens qui prennent une attitude, mais c'est un complexe de sauveur, de guerrier, de héros, on a souvent ça. Mais là, on est vraiment dans l'identification à l'archétype, hein, et Mm. non plus dans un complexe de sauveur ou de guerrier. Parce que le fanatique, il n'est pas seulement convaincu, il est possédé, gonflé, il est dans l'inflation de quelque chose de plus grand que lui. Et donc, il s'identifie à une idée, au bien, à la vérité. Alors, parfois, c'est à la nation, à la race, au parti. Bon. Et c'est une idée qui tire sa force du lumineux, du Mm. archétype qui est en dessous. Alors, les archétypes qui sont souvent à l'œuvre, je les ai mentionnés, donc je vais Mm. y revenir, hein. Et effectivement, comme tu le mentionnais tout à l'heure, le fanatique projette l'ombre collective Mm. sur un groupe, une idée, une ennemie. Donc le mal, il ne peut pas exister en moi, il est à l'extérieur, et souvent il faut l'éradiquer, d'où la possibilité assez fréquente de Mm. violence envers les gens qui ne Mm. partagent pas la croyance. Mm. Mm. Ouais. Ça veut dire que tu penses le fanatisme vraiment comme une espèce de fuite, justement, devant la tension psychique que nous donne l'ombre, que nous obligerait, alors qui est tout le travail de l'individuation, hein, de tenir cette tension des opposés en nous. Et là, c'est l'exemple presque parfait de gens qui, n'arrivant pas à tenir cette tension des opposés en eux, vont l'expulser sur d'autres, de façon même violente, jusqu'à la violence. Et ce que tu as un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est que le moi disparaît complètement. Mm, Il y a le nous, le on, et la mm, phrase typique, ce n'est pas moi qui veux, c'est la cause, c'est l'histoire, c'est Dieu, c'est la science. Et en fait, c'est une démission du moi. mm, Le moi mm, se laisse complètement traverser, utiliser, posséder, etc. Alors, d'un point de vue jungien, il est important de se rappeler que l'archétype, celui dont ils sont possédés, il a toujours deux faces.
hein, et mm, que l'identification à la cause nazie, par exemple, ou la nation, la grandeur de la nation germaine, qui aurait pu, dans un contexte d'Allemagne à genoux par les traités de Versailles, avoir un sens, a eu la phase très sombre de la justification des exterminations et de mm, la recherche de boucs émissaires. Enfin, bon, on va pas refaire l'histoire du nazisme, mais je crois que c'est assez clair pour tout le monde, mm, hein, comment il y a eu effectivement cette projection de l'ombre mm, sur, en particulier des juifs, mais pas seulement, parce mm. qu'il y avait Pas seulement les homosexuels, les il y avait gitans, aussi d'autres enfin, groupes qui d'autres. Ouais. appartenaient Ouais. Mm, à ceux sur qui mm, c'était projeté. mm, mm, Et donc tout ce qui est négatif, agressif ou contradictoire en soi est expulsé et repoussé sur l'adversaire, hein. Et donc l'ennemi porte l'ombre collective. Et c'est pour ça que souvent le fanatisme se double d'une volonté d'extermination mm. de cet ennemi. Et en fait, la fuite, tu dirais que la personne essaye de fuir la tension des opposés en lui-même parce que c'est impossible, ça le fait trop souffrir, ça le... Alors oui, c'est ce qu'on peut penser. Je n'irai pas forcément jusqu'à affirmer ça, parce que ce sont rarement des gens qu'on trouve en thérapie. Oui. Ah, donc voilà, on est réduit à des conjectures et à ce qui nous paraît quand même extrêmement plausible, hein. Et c'est ce on observe au niveau collectif et ce qu'on observe dans les écrits quand même, hein. Mm, mm, Il y a quand même des tas de gens qui peuvent écrire, hein, et on voit il y a toujours, alors au moins au point de vue groupal, global, un clivage, hein. Nous, on a raison, et le mal, c'est entièrement chez les autres. Bon, ça, c'est, hein, et mm, tout ce que le sujet veut pas reconnaître en lui. Et là, on rentre au niveau personnel, hein, on peut, bon, c'est mm, collectivement, mais on peut supposer que c'est vrai au niveau individuel, hein, mm, tout ce qui est l'agressivité, l'envie, la cruauté, le doute, la sexualité, en particulier mm, la recherche de la pureté a souvent à voir avec ça, hein, ou même son intérêt personnel est projeté sur l'adversaire dont on suppose qu'il est uniquement intéressé financièrement. Enfin, on a vu ça à projection mm, sur les Juifs qui sont, mm, malheureusement pour les Juifs, ça dure depuis longtemps, hein, cette projection d'avoir cette saleté de la recherche mm, d'argent, mm, etc. Et mm, donc tout ça mm. sont des projections effectivement de l'ombre collective. C'est très important, je trouve, que tu parles de la sexualité, parce que nous, les Jungiens, on est souvent accusés de pas trop parler de la sexualité, qu'on a laissé un peu aux Freudiens. Et en fait, là, effectivement, dans toute cette question du sale, du conflit, la question de la sexualité et du corps est évidemment extrêmement profonde, profondément amenée. Et je trouve que c'est très important que tu fasses ces liens-là aussi, voilà, avec l'analité, avec le propre, le sale, enfin, toutes ces questions-là qui, bien sûr, existent. Enfin, hein, bien sûr. C'est vrai aussi que euh, on voit beaucoup cette question-là dans les religions quand même, hein. Mm, C'est sûr mm, que la religion catholique, en particulier avec des religieuses qui doivent rester vierges et des prêtres qui ne doivent pas se marier, a beaucoup contribué à cette mm, refus de la sexualité et de le considérer comme, comme sale, en même temps qu'on considérait les femmes comme sales. Et là-dessus, je renvoie à ce que Jung a pu écrire sur le sujet. Ça dépasse largement ce qu'on a prévu de discuter aujourd'hui. oui, oui. Oui, oui, c'était juste un petit... D'accord. Donc, quelles sont les conséquences alors pour toi du fanatisme? Comment est-ce que tu pourrais nous, voilà, voir les conséquences du fanatisme? Alors, au niveau individuel, on en a déjà un petit peu parlé, hein, comment dire, le bénéfice que l'individu en retire, c'est effectivement, c'est pas moi qui suis violent, au contraire, je me défends, je suis pas quelqu'un qui déteste les autres, je protège des valeurs tout à fait Mm, respectables, etc. Bon, il ne faut pas oublier que plus la personne est pure,
à ses mm, propres yeux, et plus ça veut dire qu'elle a projeté l'ombre à l'extérieur. mm, Ce dont mm, on parlait tout à l'heure sur la mm, bipolarité mm, de l'archétype, et que le fanatisme, c'est une fuite en avant, une fuite devant la tension psychique qu'il faut absolument mm, refuser, mm, hein. mm, Donc on n'est évidemment pas dans la conjonction des opposés, et on n'est évidemment pas dans la création de symboles. Donc en fait, on retrouve cette question du symbole du début à la fin, c'est-à-dire que c'est un regard sur la croyance totalement dépourvue de symbolisme, et le refus de la contradiction, de la tension entre les opposés, fait qu'il n'y a pas de création de symbole. mm, Effectivement, c'est quelque chose que le fanatique ne conçoit pas même, hein, mm, cette question de la création mm. Oui. d'un symbole pour la résolution du Mm. conflit des opposés. Tu dis quelque chose d'important aussi, et j'aimerais bien que tu nous en parles un peu, sur une défense contre un éventuel effondrement dépressif. Oui, alors, Ça me paraît vraiment important aujourd'hui aussi en termes de compréhension. oui. Alors, c'est vrai que quand on voit bon, le peu d'études qu'on peut avoir sur les personnalités qui sont sujettes, alors en particulier à rentrer dans les sectes, par Mm, exemple, on voit que c'est souvent des personnes dans une période de transition difficile, avec un moi qui n'arrive pas à tenir les difficultés extérieures ou intérieures, mais bon. On peut surtout observer les difficultés extérieures, évidemment, mais il y a aussi les difficultés internes, hein, et c'est effectivement cette fuite qui rend euh, la possibilité d'une adhésion à un tel fanatisme possible, hein. mm, Donc, mm, c'est effectivement des moments de grande fragilité psychique. mm, mm. Oui. Et c'est important de l'entendre aussi comme un remède, enfin, un peu désespéré, et tout à fait désespérant par ailleurs, mais à cet effondrement dépressif dont tu parles. Oui. Hein. Mm, Mais bon, c'est pareil, moi je reviens à l'étude que j'avais faite sur les jeunes djihadistes et le recrutement des jeunes djihadistes, hein, et quels sont les cibles mm, qui mm, sont cherchées. Et ça, effectivement, on trouve que dans les cibles, ce sont effectivement les jeunes qui sont en malaise dans leur famille, dans leur mm, groupe social, voilà, qui sont rejetés pour une raison ou une autre, mm, qui se sentent rejetés pour une raison ou pour une autre, et que oui, ce sont les cibles privilégiées, parce que mm, ce sont celles mm, voilà, qui ont la mm, fragilité qui va permettre cette adhésion à une explication simpliste, plutôt que de sombrer dans la dépression, effectivement. mm, mm. Oui, et d'être touché par le lumineux de l'archétype dont tu parles, dont tu parlais tout à l'heure. Bon, ben, en un petit moment, tu as dit déjà beaucoup, beaucoup de choses pour éclairer sur cette question-là. En résumé, peut-être, alors, si tu devais faire une synthèse en une phrase de ce que serait le fanatisme, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Ben, bon, si tu veux, euh, le fanatisme, c'est la qualité effectivement de cette certitude absolue qui est donnée à une idée qui absorbe le moi, Mm, qui élimine la complexité. Donc on n'a pas le côté de la compensation qu'on trouve euh, normalement dans la psyché, hein, que quand on est unilatéral, la psyché va réclamer une compensation. Et là, on évite la compensation en évitant toute complexité, en projetant l'ombre individuelle comme collective sur l'autre. Et du coup, il peut y avoir une violence au nom d'une vérité sacralisée qui justifie une recherche de vérité absolue qu'il faudrait imposer à tout le monde. mm, mm. Bon, ben, merci beaucoup, Brigitte, de cet éclairage. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus, il y a effectivement une conférence dans la médiathèque de Brigitte sur le fanatisme et un article dans un cahier jungien, je dois dire que je n'ai pas vérifié, mais Dans la RPA.
dans la C'est- revue de psychologie analytique. ah, J'avais publié un article qui venait de mon travail pour ma thèse à Zurich, hein, sur le fanatisme islamique, sur le recrutement des djihadistes. J'avais aussi fait une conférence audio au groupe Young il y a plusieurs années, qui doit être toujours disponible aussi sur la mais médiathèque. Et puis donc la conférence sur je perds mes le mots, fanatisme, sur le fanatisme. enfin oui. En tout cas, vous allez dans la médiathèque du groupe Jung et vous tapez Brigitte Vienne et vous trouverez toutes les conférences qu'elle a faites. Mais juste un petit point quand même, je ne rêve pas, tu as écrit un article dans les cahiers jungiens aussi sur cette question. Alors oui, j'ai écrit un article sur le feu quand il brûle. Donc, Voilà, c'est qu'être possédé effectivement par une certitude religieuse. Tu as raison. J'avais d'abord écrit un article plus long, c'est pour ça que c'est celui-là que je d'accord. mets Bref, dans la revue de psychologie analytique. voilà. Vous avez des tas d'endroits où vous pouvez aller continuer de lire et d'approfondir cette question grâce à Brigitte qui a déjà beaucoup travaillé cette question-là, comme vous l'avez constaté. Merci beaucoup de votre attention. C'est un sujet vraiment à la fois difficile et périlleux et que tu traites avec beaucoup de nuances et on te remercie pour ça, Brigitte. Merci. Merci Sophie, et puis bonne journée à tous.